On a perdu 600 000 paysans. 600 000 emplois, c'est quelque chose de terrible. Ce métier qui continue à se réduire comme peau de chagrin, et pourtant on produit toujours autant. Ça veut dire que chaque paysan améliore sa compétitivité, comme ils nous disent en fait. Chaque paysan a la capacité de produire plus, mais aussi de produire plus de chômeurs et de produire, de la qualité un peu moindre, quoi. Donc, il nous semble, nous, paysans, qui représentons aujourd'hui un peu moins de 2% de la population active, qu'on a un rôle à jouer. Et nous, à la Confédération paysanne, il nous semble qu'on peut être un des acteurs du changement de société. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur la démocratie, sur les monnaies locales qu'on partage bien évidemment. Mais il nous semble quand même que le socle agricole, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on ne peut pas produire de l'alimentation comme on produit par exemple de l'énergie ou comme on peut produire des pièces de voiture, même si j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans les usines. Donc partant de là, avec cette agriculture qui est en train d'affecter durablement les sols, il y a des sols qui sont pollués de façon irréversible, les rivières, il y a des rivières qui sont bourrées de pesticides, et de manière là aussi vraisemblablement irréversible. On est en train d'avoir une alimentation de qualité de plus en plus aléatoire, et on a des paysans qui sont en souffrance, en manque de revenus, et qui disparaissent les uns après les autres. Et de l'autre côté, chez, j'allais dire vous consommateurs, mais moi aussi je suis consommateur, chez nous consommateurs, on s'aperçoit que y a des gens dans la société française, et de façon plus large, qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité, voire même qui n'ont pas accès du tout à une alimentation. Il y a des gens qui aujourd'hui dans notre pays, qui est la 6e puissance économique mondiale, c'est quand même pas tout à fait rien, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim et qui crèveraient de faim s'il n'y avait pas des associations caritatives organisées autour de la banque alimentaire pour leur donner accès à la nourriture. Et puis il y a des gens qui, parce qu'ils ont des faibles revenus, parce qu'ils ont des loyers complètement exorbitants, il y a des gens qui se nourrissent sur de l'alimentation de type industriel, bas de gamme, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix budgétaire que d'aller se nourrir comme ça. Donc si on regroupe toutes ces thématiques, le désespoir paysan, la qualité qui se dégrade de notre environnement, tout ça, la qualité de l'alimentation, comment on peut arriver à créer des alternatives, parce que c'est un peu l'objet du débat, comment on peut arriver à mettre en place des systèmes qui répondent un peu à toutes ces problématiques et toutes ces difficultés. Il y a des paysans qui ont fait le choix de passer sur des circuits de meilleure valorisation de leurs produits. Je pense à tous les gens qui sont sur les circuits en AOP, sur les gens qui sont en agriculture biologique, sur les gens qui ont fait le choix de raisonner autour de l'autonomie de leur exploitation. Mais est-ce que l'alimentation produite par ces gens-là, elle est accessible à tous les citoyens? Eh bien, malheureusement, elle n'est pas accessible à tous les citoyens. Et moi, personnellement, qui suis producteur avec ma sœur en association, en agriculture biologique, quelque part, il y a un échec dans notre stratégie sur la conduite de notre ferme. Effectivement, on est passé en agriculture biologique. Effectivement, on est moins touché par la crise. Mais effectivement, notre clientèle, c'est aussi des gens qui ont les moyens. Et quelque part, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, même nous, en tant que paysans, de produire que pour une partie de la population. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, il y a une solution politique, qu'on croit ou non à la politique. Il y a quand même 10 milliards d'euros tous les ans qui sont alloués à la politique agricole commune en France. 10 milliards d'euros en France. Il nous semble que ces 10 milliards d'euros, il devra aller plutôt vers l'agriculture de qualité pour favoriser l'accès au plus grand nombre aux produits de qualité. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille, nous, Confédération Paysanne, avec tout un tas d'autres associations, mais ça reste quelque chose de long terme. Et après, en attendant, il va falloir qu'on se prenne en main collectivement, le nous au sens large du terme, pour recréer des espaces où on se réapproprie notre alimentation, où on se repose la question de notre rapport à l'alimentation. Il y a plein d'initiatives qui existent, mais je pense que l'intérêt c'est d'en échanger, que ce soit un peu plus participatif que ce l'est pour le moment. Il y a des gens qui font, il y a les AMAP évidemment, il y a des coopératives en circuit court, il y a des marchés de producteurs. Je pense qu'il faut qu'on arrive à recréer les espaces de lien entre les paysans et les citadins, qu'on arrive à recréer les espaces de lien entre les producteurs de biens alimentaires et les consommateurs. Mais des espaces de biens qui ne soient pas forcément des espaces de biens spéculatifs. On voit bien que les multinationales, elles sont en train de mettre la main sur notre alimentation. On voit bien que sur l'agriculture biologique, il y a aussi énormément de gens autour de nous qui considèrent ça comme un marché sur lequel on va spéculer. Et sur le lait, c'est pareil, et sur la viande, c'est pareil. Donc voilà, là je dresse surtout des grandes lignes. Mais je pense que c'est comment on arrive à recréer, peut-être autour de la notion aussi, pour en avoir échangé il y a quelque temps avec certains d'entre vous, autour de l'agriculture urbaine, mais aussi avec comment on peut favoriser l'accès à la terre de paysans supplémentaires, parce qu'aujourd'hui on voit bien que c'est toujours les grosses fermes qui captent
une nouvelle fois les terrains. Et ce qui se passe aujourd'hui à Bure avec cette grande action des paysans pour dire non à la spoliation de leur outil de travail, le foncier, pour mettre des déchets nucléaires. Ce qui peut se passer aussi à Notre-Dame-des-Landes pour dire non à un aéroport, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'y faire pousser des légumes, qui sont en train d'y faire pousser du blé, de faire du pain. Merci, on peut réinventer tout ça. Après, on va buter sur... voilà, si on n'arrive pas à changer les politiques publiques, qu'est-ce qui nous reste pour faire changer les choses? Il nous reste des espaces comme ça, où on peut dialoguer, où on peut discuter, où on peut essayer de recréer des structures. Il y a des coopératives en circuit court qui existent. Il y a des coopératives de consommateurs, des coopératives de producteurs qui ont ce souci-là d'avoir une alimentation de qualité accessible à tous. Après, il faut qu'on le fasse essaimer, il ne faut pas avoir peur de la lenteur, j'allais dire. Il faut réfléchir, il faut faire avancer les choses et surtout il faut co-construire. Je pense que c'est ça qui est assez important. Voilà, en bref, merci. Merci. Alors comment on va s'organiser? On a quelques questions au nom des commissions, des choses auxquelles vous avez participé et qui ont émergé, on va les poser. Ensuite vous pouvez poser vos questions et ils vont répondre à tout en même temps. Donc pour la commission, si vous pouvez reprendre vos places pour le question-réponse, les intervenants. Okay. Au nom de la commission éco, en fait, en termes de démocratie, on se pose la question qui a émergé, c'est comment réintroduire la démocratie dans l'entreprise. Parce qu'il y a une rupture, il y a la démocratie entre guillemets à l'extérieur de l'entreprise, mais à l'entreprise il y a un patron et il n'y a pas de démocratie. Donc on a pensé au revenu de base, même si on a vu plein de limites à ce système-là. Le fait d'être sûr de ne pas crever de faim si on se fait virer, ça permet de s'empuissantiser dans l'entreprise et de pouvoir faire front face à son patron, face à ses collègues des fois, et avoir le droit à la parole. Aussi sur le protocole de vote, on aimerait bien savoir comment ça se passe en ce moment. Il y a un protocole de vote. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver des informations sur nuitdebout.fr, convergencedeluttes.org et wiki.nuitdebout.fr. Parler au nom de Nuit Debout Paris, parce que pour l'instant, tout ce qui est voté en Assemblée Générale, on ne peut pas dire que c'est une position officielle de Nuit Debout Paris, tant qu'il n'y a pas un protocole de vote démocratique qui a été mis en place d'un gars qui arrive avec une idée sur la place jusqu'à le vote en AG et l'inscription en manifeste. Donc ça c'est pour la démocratie. Sur les monnaies, on se pose des questions aussi en termes de si mon propriétaire je veux le payer en sol ou en je sais pas quoi, et il va me poser la question, est-ce que je peux le placer sur un compte et gagner 5% dessus? Et si je lui dis non, c'est pas possible, il va faire c'est très bien, mais tu me payes pas comme ça. Et donc comment est-ce qu'on gère ces questions-là? Est-ce que c'est des questions, c'est des questions que nous on se pose? Est-ce que vous avez des solutions à apporter? Et donc en fait l'idée c'est un peu à chaque fois qu'il y a deux monnaies, la mauvaise monnaie est chassée par la bonne monnaie. C'est un peu des questions en économie qui se posent. Et est-ce que c'est pas les monnaies locales mettre juste des gens en relation qui font un échange de services, mais qu'ils auraient fait même sans monnaie? C'est une autre question qui a émergé. Sur les coopératives et tout, il y a aussi des questions, c'est si on ne change pas les structures collectives du mode de production dans lequel on est, même si c'est les employés qui détiennent toutes les entreprises, il y a des mises en concurrence. Peut-être les employés ils vont se dire pour piquer des parts de marché aux copains, on va baisser nos salaires. Les copains d'à côté ils font pareil, et au final on a tous baissé nos salaires et les parts de marché n'ont pas bougé. Si on ne règle pas ces problèmes de concurrence et de mode de production capitaliste dans lequel on est, les coopératives ça peut pas faire système en fait. Ça pose des questions en tout cas de structure totale à remettre en question. Et pareil sur la réappropriation de la valeur qu'on produit. Il faut se réapproprier les moyens de production, mais comment? Il y a le salaire à vie qui propose la fin du marché du travail. C'est une bonne question. Et puis les coopératives, ça règle pas forcément le problème de domination à l'intérieur de l'entreprise. Ça dépend de comment c'est fait, voilà. Et puis si le profit reste l'aiguillon de ce qui a de la valeur dans notre société, ça va pas changer grand chose non plus, parce que vous êtes en concurrence avec des multinationales qui sont plus productifs. Je sais pas, c'est des questions qui se posent. Tant que le profit reste l'aiguillon d'allocation des ressources, du capital et du travail dans la société, ça reste un problème même s'il y a des coopératives. Donc voilà, au nom de la commission éco, les questions qui ont émergé dans l'implication des gens dans cette commission. Je vais laisser la parole aux commissions climat peut-être, tu veux? Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est ces questions, je les ai posées. Ils posent ces questions. Après, il y a les questions des gens qui sont là et vous répondez à ce que vous voulez. Oui, très rapidement. D'abord, sur la question de la démocratie, on s'est posé, en rédigeant le manifeste, très souvent la question
des espèces qui ne sont pas humaines, quoi. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui une représentation politique finalement des vivants, c'est-à-dire des végétaux, de la mer, des océans, des animaux, d'une certaine façon. Et je crois que c'est un débat qui a été soulevé depuis quelques années, et ça serait intéressant que tu donnes ton sentiment. D'ailleurs, peut-être que Patrick a dû réfléchir aussi à ces questions-là. Sur la question agricole, on a soulevé pas mal la question d'une alliance entre consommateurs, paysans et salariés sur la question de l'alimentation, quoi. Est-ce que à la Confédération paysanne, vous avez une réflexion sur comment on peut finalement arriver à une meilleure alimentation en s'alliant avec les paysans et avec les salariés dans les boîtes d'agroalimentaire, etc. Et sur la question de l'énergie, je serais tenté de poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans la France telle qu'elle est, avec la question du nucléaire, on peut arriver à terme aux 100% d'énergie renouvelable? On passe à vos questions. Quelqu'un veut prendre la parole? Ils répondent d'abord à ces questions. Vous ne dites rien. Ok. Je me relève ou... Kevin, tu veux que je me relève pour répondre? Ok. Déjà, je tenais à m'excuser de la mauvaise gestion du temps dans mon exposé. Je devais commencer, ce que vous avez eu, c'est surtout l'introduction en fait. J'aurais dû parler d'expérience contemporaine, mais je pouvais pas tenir le micro et ma feuille et mon chrono, donc j'ai pas vu que je dépassais mon temps. Alors, pour répondre à la commission éco, du coup, la question de la démocratie dans l'entreprise, c'est en effet une question qui est posée depuis extrêmement longtemps. Fatima, ça te plaît et pas, qui relevait aussi d'un paradoxe. Pour ceux qui pensaient comme Jaurès, qu'on était dans un système démocratique avec la République, en confondant République et démocratie d'ailleurs, avec le système des élections, des partis et du vote, on ne comprenait pas le fait qu'on proclame l'égalité politique par le suffrage universel, enfin masculin à l'époque, mais par le suffrage universel quand même masculin de tous les citoyens, et qu'on accepte que la hiérarchie et la dictature, la monarchie du patron s'applique dans le lieu de travail où pourtant on passe l'essentiel de notre vie, éveillé, parce qu'on passe du temps à dormir et puis l'essentiel du temps éveillé on le passe sur le lieu de travail, où là on n'a pas notre mot à dire. Je pense que l'imaginaire démocratique qui se développe dans des mouvements comme celui-ci et comme dans d'autres pose cette question-là en effet, et que des mouvements comme ceux des SCOP ou comme ceux qui réfléchissent avec le réseau salariat sur les questions de salaire à vie et de propriété collective ou moyens de production, à partir du moment où il y a du commun, et à partir du moment où je suis devant on le produit de façon commune et collective, la question de la démocratie se pose. Et d'ailleurs aussi pour la question agricole, il y a un bouquin de Joël Zask qui vient de sortir qui pose cette question-là du lien entre l'agriculture et les pratiques démocratiques. Donc à ce niveau-là, il y a des... la commission numérique, je l'ai cherché tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. Et finalement, toutes les scopes sont des expérimentations démocratiques où on prend possession de notre travail et on le gère en commun avec des pratiques d'assemblée, des pratiques de vote égal, etc. Donc ça mérite d'être réinventé. D'ailleurs, il ne faut pas penser que la démocratie c'est nécessairement à l'échelle nationale. La démocratie c'est à l'échelle, ça se pense à l'échelle d'un syndicat, d'un parti, d'un collectif comme le nôtre, d'une coopérative, qu'elle soit petite ou grande, et de la planète ou de la galaxie si on se lance dans la conquête spatiale. La question du protocole de vote pour Nuit debout, c'est comment est-ce qu'on acte que la position du groupe est une position du groupe qui s'applique à tous, etc. Les prises de position officielles. C'est la question des questions, c'est la question qui est abordée notamment en grande partie par l'association Les Citoyens Constituants. C'est la question de comment est-ce qu'on discute de la façon dont on va discuter, comment est-ce qu'on décide de la façon dont on va décider. C'est l'essentiel, parce que le problème c'est que pour prendre la première décision, il faut bien que cette décision-là elle soit prise d'une façon qui n'a pas été décidée. C'est l'œuf et la poule. Donc c'est vraiment, moi je vous invite à participer aux ateliers constituants où c'est les questions qui se sont posées. Comment est-ce qu'on gère la parole, comment est-ce qu'on la répartit, comment est-ce qu'on évite que ce soit toujours les mêmes, qui sont d'ailleurs en règle générale également des vieux mâles blancs diplômés
est plutôt riche qui l'accapare? Comment est-ce qu'on la fait circuler? Comment est-ce qu'on récolte l'intelligence collective de toutes les couches de la population et de toutes les catégories sociales? C'est des questions qui se posent. Il y a des protocoles qui ont été pensés, qui ont été expérimentés dans divers groupes. Pour ce que j'en ai retenu de ce qu'on m'a dit pour la commission démocratie, c'est qu'il y a une tentative d'aboutir à un consensus des 4/5 à main levée. Bien joué Jean-Luc. Mais que le problème principal, c'est finalement la légitimité d'un mouvement mouvant, c'est le principe d'un mouvement, avec des gens qui ne sont pas les mêmes. Et le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais une décision est fixée, parce qu'il y a une volonté de fixer des décisions quand même, mais si plus de la moitié des gens qui étaient là hier, qui ont pris la décision, ne sont pas les mêmes qui reviennent, ça veut dire que ceux de demain peuvent la défaire et on recommence tous les jours en fait. Donc tout le problème, c'est un problème de continuité. À partir du moment où le groupe change, est-ce que ceux qui viennent demain vont accepter les décisions qui ont été prises hier auxquelles ils n'ont pas participé? Et c'est tout le problème. Là, je ne vais pas pouvoir donner de solution. À ce niveau-là, je ne vais pas pouvoir donner de solution. Mais on y travaille absolument. Il y a des techniques, notamment de réduction de dissensus. Je vais en évoquer qu'une seule, mais c'est par exemple qu'il est complètement stupide de voter avec une seule voix et un seul tour quand il y a plus de 2 alternatives. Ça s'appelle le paradoxe de Condorcet, on le connaît depuis longtemps, et c'est complètement con. Donc des techniques qui ont été élaborées dans plein de mouvements indignés et de démocratie participative. La démocratie participative, vous savez que c'est né dans les mouvements justement d'insurrection et d'assemblées comme ça, étudiants dans les années 60. Et il y a plein de techniques qui existent. Donc une fois de plus, je vous incite à participer aux ateliers qui en parlent avec la commission démocratie et les groupes qui en font partie. Notamment, il y a le color voting. C'est le fait qu'on vote pas juste une fois, on vote par points. Et on a chacun des cartons de couleur. Rouge, c'est pas d'accord du tout. Noir, c'est je comprends pas, il y a un problème technique. Vert, je suis d'accord, etc. Et donc c'est en fonction de ça que tout le monde vote en même temps et qu'on repère d'abord ceux qui ont le plus gros problème. On commence par les problèmes techniques, on dit alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la proposition? On règle ça, on revote. Ensuite, on voit les cartons rouges, ceux qui sont contre, on leur demande d'expliquer pourquoi, on revote, etc. Et ça permet d'avoir une réduction de dissensus intelligente. C'est pas juste t'es contre, c'est on comprend pourquoi tu es contre. Et sachant que ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement... Je pense qu'il faut aussi nous débarrasser de l'idée qu'on aura un consensus. Le consensus est quelque chose qui est un idéal, un horizon à atteindre, mais qu'on n'atteindra pas. Et une démocratie, comme l'a dit Claude Lefort et comme le répète Chantal Mouffe, c'est quelque chose qui accepte le dissensus. C'est un des régimes qui, justement, n'a pas peur de dire qu'il y a des dissensus et que sur certains points, on ne sera pas d'accord. Et c'est pas grave. À enrichir les idées. Voilà. De savoir, de connaître les oppositions et les différents avis. Sur la représentation des non-humains, là je vous renvoie aux travaux de Bruno Latour qui travaille plus dessus. C'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui se posait aussi en question, et c'est la question de la mouvance et du corps politique pertinent, c'est-à-dire qui peut prendre la parole, et il y en avait qui disaient mais tout le monde a le droit de parler, etc. Il y a des limites à poser. Pour le simple fait que quand un bébé naît, on ne sait pas quand il lève les bras et quand il braille s'il est pour ou contre la proposition qu'on est en train de lui avancer. Donc il y a besoin de penser l'âge à partir duquel on peut comprendre et on peut parler des propositions. Et en effet, pour des créatures qui ont un langage, c'est pas le problème, mais avec lesquelles on ne le partage pas, comment est-ce qu'on peut comprendre? Je sais que l'Australie a donné des droits aux dauphins. Je sais pas comment est-ce qu'on va comprendre ce qu'ils disent dans les assemblées de dauphins, etc. C'est des problèmes. Après, par contre, ça pose un autre problème qui est, c'est pas parce que des gens peuvent pas parler ou sont pas là que leurs intérêts doivent pas être pris en compte. Et là-dessus, il y a notamment une des choses que j'ai pas pu évoquer, mais où il y a une pensée de tirage au sort, c'est pour le long terme. Qui représente les générations futures à l'heure actuelle? Personne. Les mandats électoraux sont faits sur des bilans et des promesses à court terme, où il faut avoir un bilan pour l'élection d'après, et il faut avoir des promesses en disant pas, enfin, bonne chance pour faire une campagne en disant vous allez souffrir, mais dans 100 ans, vos arrière-petits-enfants iront mieux. Bon courage, vous n'allez pas être élu. Donc il y a notamment des propositions de la part d'un chercheur de mon université à Lausanne qui s'appelle Dominique Bourg, qui pense à faire une chambre du long terme avec des citoyens tirés au sort, qui n'aurait pour objectif que de s'occuper du long terme, qui serait assisté d'un collège d'experts, et notamment sur la question du réchauffement climatique, parce que c'est pas l'enjeu d'une génération et c'est pas l'enjeu des politiciens qui ont besoin de se faire réélire 5 ans plus tard. Donc là-dessus, des gens désintéressés qui n'ont pas de mandat, ça peut être intéressant de penser les intérêts de ceux qui sont pas là et qui peuvent pas s'exprimer. Voilà, désolé d'être trop long encore. Alors, par rapport aux questions qui concernent les monnaies, moi on m'avait demandé de parler essentiellement des monnaies locales,
Et une bonne partie de ces monnaies locales sont ce qu'on appelle des monnaies locales complémentaires, c'est-à-dire elles ne prétendent pas se substituer à d'autres fonctions qui sont remplies plus ou moins bien, en général moins bien que bien, mais qui sont remplies par l'euro. C'est-à-dire, dans l'exemple qui était cité, est-ce que quelqu'un qui veut placer son argent en sol ou en n'importe quelle autre monnaie locale, est-ce qu'il va pouvoir le faire? La réponse est non. La réponse est non, parce que l'objectif d'une monnaie locale complémentaire, c'est de remplir toutes les fonctions que j'ai évoquées tout à l'heure, et c'est déjà pas mal, recréer de l'économie locale, avec de la valeur ajoutée écologique et sociale, permettre une appropriation citoyenne de la monnaie, mais elle ne va pas remplir des fonctions telles que l'épargne et l'investissement. Il faut bien voir que les monnaies, c'est un outil parmi d'autres dans une stratégie de transformation économique, écologique, sociale, démocratique. C'est un outil. Par exemple, il y a aussi des outils de finance solidaire, énergie partagée, c'est comme Terre de Liens, etc. Ça va faire appel à des outils d'épargne et d'investissement qui sont solidaires. De la même façon, il n'y a pas que les monnaies locales complémentaires. Il y a d'autres systèmes tels que les systèmes à base temps, les réseaux d'échange réciproques de savoir. Et puis, il n'y a pas que le niveau local. Par exemple, un des soutiens forts des monnaies locales, qui est un ancien responsable d'une banque centrale, Bernard Liétard, a aussi proposé une monnaie mondiale en disant le dollar ne pourra pas durablement continuer à jouer le double jeu d'être à la fois monnaie des États-Unis et monnaie mondiale. Nécessairement, le débat sur une monnaie mondiale se réouvrira. C'était déjà un débat historique qui s'était ouvert après la guerre à Bretton Woods. Et tant qu'à faire que ce débat se réouvre, il faut que ça soit une monnaie mondiale qui soit cohérente avec un développement soutenable et non pas une monnaie spéculative. Et donc il a proposé une monnaie mondiale qu'il appelle la Terra, qui a des caractéristiques proches des monnaies locales, mais qui n'est pas simplement à un niveau local. Donc si je dis ça, c'est pour qu'on ne refasse pas l'erreur de croire qu'une monnaie locale, aussi utile soit-elle, et dans le mouvement Sol que j'anime, il y a une vingtaine de monnaies locales qui toutes remplissent des fonctions très importantes, mais c'est pas une baguette magique. Il ne faut pas refaire l'inversion du rapport fin-moyen, qui est justement ce qu'on critique d'abord dans le système monétaire officiel. Il y a toute une batterie d'éléments qui rentrent dans une stratégie de transformation. Et par exemple, la première question à se poser sur un territoire, c'est pas la question de la monnaie, c'est la question où sont les richesses réelles du territoire et où sont les nuisances effectives du territoire. Et c'est seulement quand on a fait ça, ce que j'ai proposé d'appeler un audit des richesses réelles, qu'à ce moment-là, on peut se dire, bon ben la monnaie que l'on va créer, elle va permettre de valoriser ces richesses réelles. Mais sinon, on a une monnaie qui est peut-être sympathique, qui est peut-être militante dans un premier temps, mais qui va pas pouvoir tenir parce qu'elle ne correspond pas à des richesses réelles. Donc je plaide beaucoup pour que on utilise très fortement cet outil, parce que ça permet de sortir de l'espèce de sidération et de fatalisme du système monétaire dominant, mais qu'on ne fasse pas l'erreur de croire qu'il suffit de créer une monnaie locale sur un territoire pour aller résoudre tous les autres problèmes qui sont fondés de la stratégie de transformation sociale, que ce soit de la démocratie, que ce soit de l'énergie. Je trouve ça très intéressant qu'on prenne un film comme Demain, justement, parce que Demain, c'est l'équivalent de Merci Patron, mais sur le plan de l'expérimentation positive. C'est-à-dire, il y a la résistance créative qui est évidemment nécessaire, mais il y a aussi la vision transformatrice et l'expérimentation anticipatrice que dans l'économie sociale et solidaire, on appelle le trépied du rêve, justement, qui allie le R de la résistance, le V de la vision transformatrice et le E de l'expérimentation anticipatrice. Eh bien, les monnaies locales, c'est un élément qui est autour de l'expérimentation anticipatrice, mais qui va permettre aussi de mieux organiser la résistance
à ce qu'il y a d'insoutenable dans le système monétaire dominant, et c'est aussi ce qui va réouvrir l'imaginaire en disant oui, il est possible de fonder une autre économie, d'autres approches de la monnaie, et nous ne sommes pas condamnés à vivre éternellement dans le système de l'oligarchie financière. Voilà. Donc moi je voulais réagir. Donc il y a 3 questions qui concernent un peu donc les énergies renouvelables et les coopératives d'énergie, et je voulais réagir aussi à l'intervention de Dimitri. Au sein des coopératives, en fait, c'est aussi un espace pour pouvoir renouveler la démocratie, ou en tout cas le partage des décisions, le partage des pouvoirs. Il y a la coopérative Enercoop et d'autres coopératives d'énergie un peu partout en France qui travaillent sur la manière de prendre les décisions. Alors effectivement, il y a des dissensus et c'est normal parce que ça fait partie de la vie du collectif. Mais il y a aussi le fait de pouvoir renouveler la manière de prendre des décisions. Et donc c'est par exemple les élections sans candidat. C'est des tours de parole en fonction de les ressentis, le moment où on doit dire ce qu'on veut pas, ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est tout des nouvelles techniques qui sont en train d'être testées. Alors moi je connais le niveau de l'énergie, mais je pense que ça doit être un peu la même chose dans d'autres domaines d'activité. Il y a une structure qui aide à accompagner ces nouvelles manières de prendre le pouvoir, de prendre des décisions plutôt, qui est l'université du nous. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Je voulais aussi rajouter que le mouvement de coopérative d'énergie en France, mais aussi en Europe, s'appuie beaucoup sur l'éducation populaire en fait, parce qu'on parle d'énergie, on parle de kilowatts, on parle d'éolien, de méthanisation, on parle de gros mots, que c'est compliqué pour l'habitant lambda de comprendre, mais en même temps c'est ce qui fait notre quotidien. Enfin, pour pouvoir s'éclairer, pour pouvoir se chauffer, on a besoin d'énergie. Donc il y a tout ce travail. Non, ça va. Tu peux t'asseoir tranquillement. On va pas t'attaquer. Et donc il y a tout cet effort en fait d'expliquer, mais pour pouvoir faire en sorte que ce soit 1000 personnes sociétaires d'une coopérative qui prennent les décisions après. Donc il y a un enjeu énorme de pouvoir expliquer, de pouvoir rendre les choses lisibles pour ensuite le sociétaire puisse prendre la décision avec toutes les informations qu'il lui faut pour prendre cette décision. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport aussi aux autres formes de démocratie ou de prise de décision. Il y a quelqu'un qui est en train de passer parmi vous pour prendre de l'argent dans une boîte en disant que c'est pour le mouvement. On a interdit ce type de pratique et les boîtes, elles sont dans les stands. Si vous voulez donner de l'argent pour soutenir le mouvement, les boîtes sont dans les stands, elles sont immobiles. C'est pas des boîtes mobiles. Autre chose aussi, c'est par rapport à la notion de profit, ça c'était la commission économie. Alors effectivement, nous, au niveau des coopératives d'énergie, il faut que ce soit pérenne économiquement. Les installations photovoltaïques et éoliennes, ça coûte entre 300 000 à 12 millions d'euros. Donc c'est des citoyens qui portent ce risque-là. Donc derrière, on produit de l'électricité pour produire de la richesse. Donc effectivement, il y a cette notion de rentabilité. Mais c'est d'une part de la rentabilité raisonnée quand on est sous le statut SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Il y a une mise en réserve de 57% au minimum. Et puis derrière, il y a aussi l'objectif que la richesse produite reste sur le territoire et permettre le développement économique du territoire. Le développement des énergies renouvelables en France, la plupart des installations actuellement, elles sont portées par des grands investisseurs, français ou étrangers, où en fait la production d'énergie sort du territoire. Donc il y a un enjeu réel de développement économique local en faisant en sorte que ce soit des coopératives et non pas des grands investisseurs et des grandes multinationales qui investissent des énergies de terroir, c'est des énergies de territoire. Et puis par rapport au profit, il y a aussi un souci qu'on rencontre qui est en gros toutes ces coopératives elles créent pour le moment très peu d'emplois, elles maintiennent l'emploi sur les territoires.
Il y a du bénévolat énormément, en gros c'est surtout du bénévolat, donc il y a des retraités, il y a des jeunes, il y a des personnes qui sont au chômage et qui espèrent par cette expérience-là pouvoir trouver du travail, et ça fonctionne de plus en plus. Mais c'est le problème, c'est comment on valorise ce bénévolat, comment on valorise les impacts sociaux aussi, et sociétaux, parce que c'est aussi une aventure humaine qui va durer pendant 10-15 ans, et donc c'est source de cohésion sociale. Et donc ça aussi, il faut qu'on le valorise. Et dernière question, c'était sur le 100% énergie renouvelable en France. C'est possible. Il y a l'agence gouvernementale de France, l'ADEME, qui a sorti son rapport. Alors très difficilement, justement, parce que ça fait polémique. Donc un rapport qui explique comment la France, d'ici 2030 et 2050, peut être un pays 100% renouvelable en délaissant le nucléaire. Mais derrière, techniquement, on sait le faire. Mais politiquement, c'est là où il y a le point de blocage quand on sait tous les lobbies du nucléaire. Après, l'économie du nucléaire, elle est en péril. Areva essaie de se faire racheter par EDF. La santé financière d'EDF est au plus bas. La sécurité des centrales nucléaires est catastrophique. Donc à un moment donné, on est aussi dans une phase où le développement des énergies renouvelables n'est plus juste un leurre, mais vraiment une réalité. Et c'est la raison pour laquelle on doit s'en emparer en tant qu'habitants et collectivités territoriales. Et il y a des territoires déjà en France qui plaident et qui font en sorte opérationnellement de passer au territoire 100% renouvelable, donc à une échelle plus locale, parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver, c'est au niveau de la décentralisation des énergies. Et donc c'est tout le mouvement des TEPOS, territoires à énergie positive, que je vous invite aussi à renseignez-vous sur tout ça, parce qu'il y a des initiatives et des belles initiatives qui existent en France. Eh bien, il n'y a pas de questions concernant l'éducation. Pour l'instant, j'espère qu'elles seront nombreuses dans le public. Mais je prends quand même la parole, puisque je vais essayer de faire très rapidement une synthèse entre les différents domaines, puisque à l'école, et encore une fois dès le plus jeune âge, on peut aborder les questions concernant l'alimentation, s'alimenter aujourd'hui, enfin depuis toujours, mais particulièrement aujourd'hui, vu les enjeux, c'est une question politique. Savoir ce qu'on a dans l'assiette, c'est absolument essentiel. Moi, mes élèves, bon, je vais en faire sourire certains, mais après qu'ils ont déjà engagé une recherche, bien évidemment, ce qui compte pour un enseignant, c'est de ne jamais tomber dans le dogme, quel qu'il soit. Que ça concerne les pédagogies alternatives ou que ça concerne ses engagements personnels. Et toujours mettre la réflexion de l'enfant en avant, enfin en tout cas faire en sorte qu'elle soit générée. Ensuite, évidemment, c'est à nous de l'aider à avancer dans cette réflexion, de l'organiser, de la synthétiser. Mais donc, pour revenir à ma classe, puisqu'on m'a demandé de donner des exemples concrets, si les enfants, lorsqu'il y a une fête, n'apportent pas de Coca-Cola, pas de Nutella, pas de Nestlé, bon, et j'en passe, c'est parce qu'on a fait tout un travail là-dessus concernant les problèmes de déforestation, concernant le brevetage du vivant. Bon, et ce sont des élèves de CM2, ce sont des enfants de 10 ans qui ont parfaitement compris les enjeux, qui lisent les journaux, qui s'informent à travers Internet. Et là, il va falloir quand même que l'éducation nationale prenne conscience qu'on est en 2016 et qu'on n'est pas en 1950, que c'est la réalité au quotidien de la jeunesse aujourd'hui. Ce rapport justement aux médias, mais il est très important que les adultes soient présents pour leur permettre de mettre à distance certaines informations. Bon, excusez-moi, je digresse comme à mon habitude, mais